Bonjour et bienvenue à votre édition hebdomadaire du TVC Nouvelles du 5 novembre 2020. Mon nom est Stéphanie Simard et je suis heureuse d'être votre animatrice. En manchette cette semaine, un suivi sur la COVID-19 en Ontario et dans Prescott-Russell, une mise à jour sur le budget prévisionnel 2021 de la cité de Clarence-Rocklin, particularité avec la réglementation du stationnement, préparatifs pour le jour du souvenir et dévoilement de nouvelles bannières, portrait d'un résident pour marquer le mois de la sensibilisation à l'emploi des personnes handicapées, renforcer l'esprit communautaire à l'approche de Noël, est-ce possible? Bienvenue au TVC Nouvelles. Mise à jour de la COVID-19 en Ontario et dans Prescott et Russell. La COVID-19 perdure encore. Toutefois, au niveau régional, dans l'est de l'Ontario et à Ottawa, nous sommes heureux de vous annoncer que les restrictions mises en place seront assouplies à partir de samedi prochain. Une bonne nouvelle considérant les restrictions de l'article 22 mises en place dernièrement. Et donc, toutefois, au lieu de perdurer pendant 28 jours, cet article aura seulement duré 2 semaines. Le docteur Paul Roumeliotis du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario a annoncé la bonne nouvelle ce mercredi de cette semaine. Donc, on va, premièrement, comme vous voyez, il n'y a pas grand changement au niveau de l'ordonnance que j'ai faite. Il y a des très petites mesures supplémentaires que je pense ne sont pas difficiles à faire. Même si on était dans l'orange, il n'y a pas de fermeture. Peut-être il y a peut-être plus de restrictions, mais pas de fermeture. Fermeture avant qu'on rentre vraiment au lockdown stage, au dernier stade. Mais on n'est pas là. Ceci va durer pour 28 jours. En effet, je vais annuler mon ordonnance de section 22 que j'ai faite parce que ça va être remplacé par ça. Et nous allons partager toute l'information nécessaire aux chambres de commerce, aux municipaux partenaires, etc., pour qu'ils puissent avoir les nouvelles restrictions. Et comme je le dis, ne sont pas vraiment difficiles à mettre. Déjà, on a déjà mis quelques-unes avec mon ordonnance. Le Dr Paul explique également que même si certaines restrictions sont levées, certaines autres doivent toutefois demeurer. Par exemple, le couvre-feu de 22 heures demeure pour les institutions servant de la boisson. Pour ce qui concerne le rassemblement privé, les gens pourront continuer d'accueillir jusqu'à 10 personnes à l'intérieur et 25 à l'extérieur. Les événements publics, eux, de leur côté, peuvent rassembler jusqu'à 50 personnes à l'intérieur et 100 personnes à l'extérieur. Le nombre de cas en Ontario et au Canada continue de s'accroître alors qu'au niveau local, le nombre de cas positifs diminue. Dans la région de Prescott et Russell, nous dénombrons un total de 446 cas, dont 119 sont encore actifs depuis le début de la pandémie. Clarence-Rocklin dénombre actuellement 19 cas actifs comparativement à 22 la semaine dernière. De bonnes nouvelles également au niveau de la région, y compris Hawkesbury, où les cas actifs sont de 64 alors qu'on en comptait 72 la semaine dernière. Projet de budget 2021. Cette semaine, le conseil municipal a tenu ses réunions annuelles sur le budget les 3, 4 et 5 novembre. La population de Clarence-Rocklin avait beaucoup d'appréhension à cet égard, surtout lorsque l'augmentation suggérée des taxes municipales avait été annoncée à 3,99 %. Une augmentation bien supérieure à celle approuvée par les comtés unis de Prescott et Russell, par exemple, et surtout supérieure au taux d'inflation. Le conseil municipal avait manifesté ouvertement leur désir de descendre ce taux à un maximum de 2 % d'augmentation. Ainsi, 3 jours de délibération du budget auquel la population pouvait poser des questions et surtout regarder et s'informer des projets majeurs qui s'effectueront dans la municipalité. Depuis hier,
Les coupures suggérées par le conseil de ville feraient diminuer le taux d'imposition à 2,8 %. Il faut noter qu'il reste encore une journée de discussion avant de finaliser le tout. Ici, à TVC 22, nous avons regardé le budget pour vous et en ce moment, quelques sujets sont à noter au niveau du budget. D'abord, la diminution du taux d'imposition est en partie due à plusieurs coupures, notamment le refus d'injecter plus d'argent dans la bibliothèque et de garder le statu quo pour 2021. Aussi, le conseil municipal a voté en faveur d'un gel de leur salaire pour l'année qui s'en vient. Et aussi, il a été voté que le retrait de l'aréna Jean-Marc Lalonde du portefeuille de la Ville et l'arrêt de l'entretien de cet édifice. Les 3 jours de réunion se poursuivront jusqu'à jeudi soir et nous vous présenterons un autre résumé de la semaine prochaine à la une du TVC Nouvelles. La question du stationnement en hiver. Lors de la réunion publique du conseil municipal lundi soir, le conseiller du quartier 2, M. Mario Zamp, a soulevé une question concernant le stationnement en hiver dans des endroits tels que la rue Nathalie. Selon le nouveau règlement approuvé par le conseil municipal il y a à peine quelques mois, à partir du 15 novembre, la rue Nathalie et d'autres comme celle-ci ne permettent plus de se garer d'un côté ou de l'autre de la rue. La confusion vient de la formulation du règlement qui stipule que les autoroutes, en fonction de leur taille, se verront attribuer un nombre réduit de places de stationnement en hiver. So when I read it, I'm looking at highways, I'm looking at major intersections, major roads. I'm not thinking that I've never thought of Nathalie Street being like 4 feet across or whatever it is to actually be considered a highway. So maybe it's the way that it's written. Maybe it's the way that the reports are delivered to council, excuse me. Maybe it's the fact that when the administration brings such a huge report as an amendment to a bylaw for parking, which we had been asking for, to actually point out certain things, to say, by the way, these following streets are going to have their parking completely removed, which was not something that was discussed. So it's just important to have that open communication. Entre-temps, le conseil municipal demande au domaine de la réglementation de ne pas émettre de contravention pour tous ceux de la rue Nathalie qui auraient une contravention jusqu'à ce que ce petit problème se résoudre. Et donc, nous allons vous garder informés à ce sujet. Prolongation du contrat sur les déchets et le recyclage. Il a été décidé également lundi soir, sous réserve de l'approbation de la prochaine réunion, de prolonger de 2 ans le contrat actuel sur les déchets et le recyclage. Le contrat, qui est avec Tomlinson Environmental Services, devait prendre fin le 13 mars 2021, mais sera désormais prolongé de 2 ans, ce qui coûtera à la région 82 000 $ supplémentaires en frais de service. Une transition dans la loi Waste Free Ontario Act aura lieu en mars 2023, coïncidant avec la prolongation du contrat de Tomlinson Environmental Services, ce qui donnera au Conseil la possibilité de réévaluer ses options sans avoir à changer plusieurs fois de société de collecte de déchets dans les années à venir. Un mandat d'arrêt pour un résident de Rockland. Une personne présentant un intérêt dans une affaire de l'Unité des enquêtes spéciales de l'Ontario a été amenée à l'hôpital la semaine dernière à la suite de l'exécution d'un mandat d'arrêt à son domicile à Rockland. L'homme, âgé de 53 ans, a été gravement blessé et a été localisé par la police peu après être entré chez lui dans la matinée du 29 octobre. 3 enquêteurs et un enquêteur médico-légal a été affectés à l'affaire. Nous vous apporterons plus d'informations sur cette affaire dans les semaines à venir sur votre TVC Nouvelles. Le jour du souvenir d'une différente façon cette année. Avec le jour du souvenir qui approche, la cité de Clarence Rockland se prépare à entreprendre les commémorations d'une manière légèrement différente cette année. Comme nous l'a dit conseiller municipal, M. Carl Grimard.
On parle du jour de souvenir de l'année de 2020 qui est évidemment très différent cette année. Quels sont les projets pour le jour de souvenir cette année? Bien, cette année, bien sûr, avec la pandémie, on doit annuler la parade dite physique. Il va quand même avoir une petite cérémonie plus intime qui va être filmée et mise sur TVC 22. Mais pour les gens qui vont vouloir venir ici, il faut bien sûr respecter la distanciation sociale, mais il n'y a pas de parade comme telle cette année. Les gens pourront venir sur leur propre temps pour honorer les militaires qui sont décédés lors des grands conflits armés. Et tu dis là que les gens peuvent venir sur leur temps quand même. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez encourager ou est-ce que vous préférez que les gens peut-être ne viennent pas à cause de la distance sociale? Bien, c'est sûr, avec la distanciation, s'il y a plusieurs personnes qui arrivent, ça va être très difficile de respecter la distanciation. Alors, c'est pour ça qu'on y va d'un côté plus virtuel cette année. Mais on ne peut pas empêcher les familles qui ont été touchées par ces grands conflits-là de venir honorer ceux qui ont fait le sacrifice ultime. Alors, je demande bien sûr la discrétion des résidents de la cité de Clarence-Rockland concernant cela. Mais moi, comme moi, étant ancien vétéran, c'est certain que je vais venir faire un tour le 11 novembre parce que ça me touche énormément. Certains d'entre vous ont peut-être vu les nouvelles bannières qui courent le long de la rue Laurier, ainsi que les noms qui, avant cette année, n'avaient jamais été reconnus. Ce procédé constitue un ajout spécial à l'événement de cette année. Nous avons parlé avec Padre Robert Merritt des nouveautés de cette année. Nous tenons à vous informer que cette entrevue est en anglais. A year ago when I was here, we were doing the ceremony and it dawned on me as we were doing that, we never did an honor roll. And that is something that has been traditional in other cenotaphs. So I went back to the Legion after the year and I said, you know, we really should be calling out the names of those who have served and died. And when I came to the cenotaph to look at the names, I was shocked to find out that there weren't any names listed for the First World War. So checking with the history records of both City Hall and of Gilles Chartrand of the Rockland Museum, we came up empty. And I was really surprised because, of course, Great War brought many deaths. So I reached out to a friend of mine, Denise Beaton, who is a wonderful community-minded volunteer who does a lot of ancestry work. And she agreed that she would help on the project. And she started going through ancestry.ca. And she came up with 5 men from Rockland who had served in the First World War and died in action. And the very first name she came up was Beaton. And turned out to be a relative or a husband. And they had no idea. So that inspired her to do more work and coming up with the 5 names that we've mentioned already. And then we approached the Brunet Funeral Home for their assistance and generosity in carving those names into the cenotaph. So we now have them etched in stone. That's fantastic, and it's so good to have them here for the 2020 Remembrance Day as well, albeit it's going to be, as we heard from Councillor Grimara, a slightly different one this year. I do hear that there is another edition for Remembrance Day in the form of a new banner, though. Could you tell us a little bit about that? Where'd the inspiration for that come from? So it was a carry-on idea to create the banners. We looked at the 39 to 45 Second World War names, and there are 9 listed here. And we realized we had the opportunity not just to call out the names once a year in Remembrance Day, but we could lift those names up on banners. And when we discovered that we had 5 from the World War I names, then it became imperative for us to seek a project that would put 14 banners along the street on these posts along Laurier, running from the corner of Giant Tiger right down to the fire hall. And it gave us the opportunity to remember these people in a way that if you didn't attend the service this year, because as we were saying, it's a virtual service, the moment that you drive by, you will have the opportunity to reflect upon the names, the family names of those who served for our country. We're very pleased to have designed these banners in 2 formats, one for World War I and the second for World War II. They will be distinctively different, and yet they will carried the same themes of both wars, showing the sacrifices the men made on Canada's behalf. Et donc, nous tenons à vous rappeler que le 11 novembre prochain aura lieu quand même des commémorations pour le jour du souvenir. Alors, allez sur la page Facebook de TVC 22 pour voir les célébrations en direct et sans
population, malheureusement cette année en raison de la COVID-19, pour pouvoir participer à cet événement. Mois de sensibilisation à l'emploi des personnes handicapées. Aujourd'hui, trouver un emploi peut être difficile dans le meilleur des cas. Imaginez vivant avec un handicap et essayez de trouver un emploi. Pour certains, les défis à cet effet sont incontournables, voire même impossibles. C'est pourquoi le mois d'octobre a été déclaré mois national de la sensibilisation à l'emploi des personnes handicapées. Lancée en 1945 aux États-Unis, cette campagne a pris de l'ampleur au Canada ces dernières années, en faisant la promotion de l'insertion professionnelle des personnes handicapées et en célébrant les contributions nombreuses et variées des travailleurs handicapés. Nous avons rencontré Kim Corley de Innovative Community Support Services à Orléans pour en savoir un peu plus sur le travail qu'ils font dans notre région. Encore une fois, cette entrevue est en anglais. So Kimberly, thank you very much for joining us today. Okay. We're here to talk about, in particular, the month of October, which is National Disability Employment Awareness Month. Can you tell us about what that entails and who supports the program? Absolutely. So nationally, INDEEM has been running for 75 years, and its purpose is to promote employment inclusion for people who have a disability and to celebrate the contributions of their work of Canada's workforce. But what's really interesting is that the Ottawa Mayor Jim Watson, for the month of October, he officially proclaimed as National Disability Awareness Month. So that has been very exciting. There's certainly a lot more traction happening, but I should mention that there are key partners that are really helping this initiative be alive, create awareness, three of which are CASE, the Canadian Association for Supported Employment, EARN, the Employment Accessibility Resource Network, and we're so lucky in Ontario to have ODIN, the Ontario Disability Education Network. Fantastic. And looking a little bit closer to home with the company specifically, you work for ICSS. Can you tell us a little bit about what you can provide as a company for those seeking to find employment? Absolutely. So Innovative Community Support Services offers a wide range of offerings specifically for adults with developmental disabilities. So whether that's our residential homes, our one-to-one programming, our group programming out of Mill Street in our new location out in Russell, or whether that's our respite and, of course, employment and services. And more specifically, we're looking at, say, the region of Clarence Rockland. Is there any work you've been doing with that particular region, and are there any services that people could be looking out for? So all of our services are eligible for the residents of Clarence Rockland. We currently have a few individuals in Embrun. We have one of our homes in Rockland. So we're certainly looking to help more people, specifically for employment and or if they're interested in our one-to-one programming support or respite. De plus, mon collègue Thomas rencontre Quinton Belair, un résident d'Orléans qui vit avec son handicap et qui est un exemple de réussite et d'intégration dans le domaine du travail. Il explique son parcours et comment des organismes comme le ICSS peuvent soutenir cette démarche de recherche d'emploi. Can you tell us how long have you been working here at the farm, and how do you find it? Do you enjoy it? I've been working here since back in March, and I have been enjoying it very, very much. I was laid off, of course, due to the virus, and then we started back up in the summer. And how do you find the job? I love it. I absolutely love it. I mean, I've had prior experience in jobs, and I haven't had a job I've enjoyed this much in ever. Fantastic that you love this one so much, but you got this employment thanks to the help of the ICSS and their program. How did you find the process of looking for a job before coming through this program? Before coming to this program, it was difficult, but it was doable. My main thing was I was having trouble with interviews and how to get ready with the interviews, and but
how, this job, just job path helped me was to get, they helped me get ready for this job and, learning how to do interviews and stuff like that. And you mentioned earlier about how that this job is something you enjoy a lot more than maybe some of the previous jobs you had as well. How do you feel when you get up in the morning now, like to go to work? Is it something that thanks to the course that you do and the work you did with the ICSS, has it improved? Has it improved you? How do you feel? It has. I am 100% more motivated than I was getting up for my previous jobs. Get up at 6 o'clock in the morning and I want to go to work. And I am wanting to, work till the end, where my previous jobs, I didn't want to. I was doing it because it was a job. This is something I really enjoy, and that's it, That's fantastic to hear that they helped you so much. And Quentin, I wanted to ask you that for other people that were in a similar position to you and maybe they were struggling, maybe they themselves couldn't, struggled with getting themselves ready for interviews, what would you say to them about the opportunities out there? If they have the opportunity to take the job course called Job Path, and they'll have, job coaching and support through this whole, getting a job and interviewing and stuff like that. They'll have support. They'll be behind you 100%. Merci beaucoup, Thomas, pour ce beau témoignage et ce beau reportage d'inspiration. Maintenant, de l'aide tant entendue pour le personnel de soutien. La pandémie de la COVID-19 a mis à rude épreuve de nombreuses professions et industries, mais sans doute pas plus que les travailleurs de soutien. Il y a de bonnes nouvelles sur ce front puisque la région de l'Est de l'Ontario devrait voir l'ajout de plus de 100 nouveaux préposés aux services de soutien, comme l'explique Jean Dubois des services de l'emploi de Hawkesbury. Donc, Monsieur Dubois, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Pourriez-vous nous dire un peu plus sur le nombre de travailleurs qui seront disponibles localement très bientôt et les raisons pour lesquelles cette aide est si nécessaire? Oui, mais il y a une centaine de personnes qui sont dans le processus, donc dans les salles de classe à travers Prescott Russell, et on a aussi une entente avec JobZone à Cornwall qui nous permet de faire la formation là-bas aussi. Ou offrir, c'est-à-dire. C'est sûr que la population a vieilli. Fait que tout d'abord, au début, c'est la motivation d'offrir ce genre de projet. Mais en plus, COVID-19 a frappé la région, donc le besoin est devenu criant. Que les foyers de longue durée et en fait tous les établissements de ce genre-là avaient besoin d'aide. Et quel effet cela aura-t-il sur la région Prescott-Russell spécialement? Donc, ça va avoir un énorme effet. L'impact, ça va aider beaucoup. C'est-à-dire que avec COVID, surtout, il faut prendre en considération qu'il y a la possibilité qu'on dit en anglais short-staffed. Donc, ça va remplacer ces gens-là. D'autant plus, le besoin était là dès le début. Fait que la pression que vivent les résidences, espérons, va être un petit peu adoucie. Et spécialement avec le nombre de personnes dont on en a besoin pour le travail, est-ce que vous diriez aux jeunes de nos jours que c'est une carrière qui devrait peut-être penser à entrer dedans? Absolument. Le besoin est là. Il y a beaucoup de travail, c'est-à-dire il y a beaucoup d'emplois. Et quand je rencontre mes clients, tout d'abord, je lève mon chapeau. J'ai un énorme respect pour les gens qui veulent travailler dans ces domaines-là. C'est pas un domaine qui est facile, mais très, très, très gratifiant. Je peux pas, comme j'ai dit, j'ai un énorme respect pour ces gens-là parce que c'est justement un travail extrêmement valorisant et en même temps très difficile. Noël arrivera un peu plus tôt cette année sur les rues de Clarence Rockland. En effet,
Une demande a été faite au conseil municipal cette semaine. Le conseiller Carl Grimard demande que des décorations de Noël soient installées autour de Clarence Rockland plus tôt cette année. Nous espérons que cette demande, qui a été appuyée par le conseiller Mario Zante, contribuera à remonter le moral de la communauté durant cette période difficile. La décision sera entérinée au prochain conseil de ville. And I really thank council for looking into this with the pandemic and everything. A resident of Rockland in the urban area approached me and said, would it be possible to put the Christmas atmosphere, like, you know, to cheer people as much as we can? We can do our part for sure. And I thought it was a good idea, but of course with Remembrance Day, it would have to be after November 11th. Yes. And having said that, I'll speak for the area of the urban core in Rockland. The decorations we had on the post were really going. They were all, I know they were being fixed a bit, but if we could do maybe a little extra in every village like Bourgette, Clarence Creek, all these little beautiful spots where we could do a bit of extra to bring the Christmas spirit. So anything to help people's morale, I think it'd be greatly appreciated. So I bring it to council. It's an open book, open subject. So if there's any comments or suggestions, by all means. I think the department is looking what we can get and what there is out there. So we'll wait for them to come back with a report. And if November 12th is good for you, it's very good for me. De son côté, la conseillère Diane Chouanière a également encouragé les gens à participer à ce projet en décorant leur domicile ou leur commerce, transformant ainsi la région de Clarence Rockland et Bourgette, incluant, en un véritable paradis hivernal de Noël. Peut-être juste to give the councillors some ideas of how to improve the sense of community during Christmas time. What we do in Bourgette is we go on the walkway, sur le sentier récréatif, and the children are invited, or each family is invited to decorate some of the trees, and then they make it a special event. So that's one occasion. So maybe we have so many trees in our parks, so maybe families could gather together and do something like that. So there's ways where it doesn't cost too much, but you know, it still creates the ambience of Christmas. Et donc voilà, mesdames et messieurs, ceci termine l'édition de cette semaine du TVC Nouvelles. Si vous souhaitez devenir journaliste bénévole à TVC 22 ou si vous avez une histoire à nous raconter, veuillez communiquer avec nous. Vous pouvez me joindre ou joindre mon équipe par courriel à l'adresse suivante, nouvelles@tvc22.ca ou par téléphone au 613-446-6037, poste 4. Vous pouvez également nous trouver sur l'un de nos canaux de médias sociaux, Instagram, Facebook et même YouTube. Passez une excellente semaine, Clarence Rockland. À la prochaine. Ce fut un réel plaisir.